La Syrie, c'est le conflit de la décennie. Apothéose et coup d'arrêt du printemps arabe, le voici qui dure depuis maintenant 6 ans. Contrairement à d'autres guerres, celle-ci a fait naître bien des passions en Occident, notamment durant la bataille d'Alep. Nous avons aussi retenu notre souffle lors des frappes américaines en avril dernier. Cette guerre civile a donc de loin dépassé les seules frontières syriennes. Elle concerne directement des personnes qui semblent subir des intérêts autres que les leurs, ceux des grandes puissances. Il a été particulièrement difficile de savoir ce qu'il se passe. Il est toujours difficile et bien malin celui qui pourrait esquisser l'avenir. Alors nous n'accueillons pas aujourd'hui en studio un devin, mais au moins un témoin. Il descend presque de son avion, il a encore de la poussière, du sable sur les épaules. Pierre Lecorf, bonjour. Bonjour. Vous avez donc 28 ans, vous êtes français et vous avez fondé l'ONG We Are Super Heroes et depuis février 2016, vous êtes au Proche-Orient, en Syrie plus précisément évidemment. Vous avez donc vécu comme un Alépin à ceci près que les habitants étaient coincés par ce conflit et que vous, au contraire, aviez choisi de le subir et de subir notamment cette terrible bataille d'Alep. Alors Pierre Lecorf, commençons par vous, par votre histoire. Comment cette aventure syrienne a-t-elle commencé pour vous ? Quel était votre but en fait ? Initialement, quand je suis arrivé en Syrie, l'objectif était réellement de donner une voix aux Syriens qui étaient sur place. Je suis arrivé comme un Français, donc avec un regard extrêmement neutre, voire négatif vis-à-vis de la Syrie. Étant donné que pendant ces dernières années, quand même, mon gouvernement, je veux dire en France, les médias, m'ont transmis des informations extrêmement négatives vis-à-vis du conflit, vis-à-vis de la situation. Quand je suis arrivé sur place, ce que j'ai vu, ce que j'ai découvert, surtout à Alep, m'ont vraiment poussé à me remettre en question et à tout remettre en question. Du coup, je suis resté un certain temps. Je suis resté, au départ, 1 mois en me demandant qu'est-ce que je fais ? Et en me posant la question, est-ce que je reste pour être capable d'apporter quelque chose et éventuellement transmettre une réalité, mais surtout essayer de comprendre ce qu'il se passe réellement. Je l'ai fait, et justement ce que j'ai découvert sur place, je veux dire la réalité des gens, la réalité d'un côté comme de l'autre, parce que je travaillais avec des familles de l'ouest d'Alep, comme des familles qui s'étaient échappées de l'est d'Alep, a fait que j'ai vraiment eu envie de rester pour aider les gens là-bas, étant donné que les gens avaient totalement abandonné la Syrie d'un côté, puisque aucun média, personne n'avait jamais parlé d'Alep Ouest. Tout le monde s'était focalisé sur Alep Est, qui représentait l'équivalent de 130 000 personnes. Alep Ouest, c'était 1 300 000 personnes qui avaient été entièrement effacées de la carte. Donc au-delà de leur donner une voix, c'était vraiment l'idée d'essayer d'apporter peut-être des programmes comme je l'ai fait dans d'autres pays avant, une aide modeste, mais j'avais envie de le faire et il fallait que je le fasse. Alors en quoi ? Vous dites que vous travaillez avec des familles qui venaient d'Alep Est, donc en quoi consistait votre travail ? En quoi consistait cette aide ? J'ai pas mal de programmes. Ça a été une année et demie très sulfureuse, principalement au départ un programme de premiers soins sur les lignes de front. Donc, qui consistait à distribuer du matériel de premiers soins, donc on va dire du matériel de grand public, pour les garrots, pour les hémorragies, pour les blessures, les brûlures, et être capable de former les enfants et les gens à être capables de sauver du sang pour sauver du temps et du temps pour sauver du sang. La réalité, c'est que là-bas, les roquettes, quand elles tombent, les gens ne savent pas trop comment réagir. Autant les gens ont peur, mais en même temps, ils ont envie d'aider. Le problème, c'est que une roquette qui tombe, c'est de la médecine de guerre. C'est très moche. C'est très très moche. Et toutes les fois où je me suis retrouvé au milieu d'attaque, personne n'est venu m'aider au départ parce que les gens ne savaient pas comment réagir. Du coup, j'ai vraiment voulu créer ce programme-là pour essayer de pousser les gens à agir et essayer de éventuellement sauver des vies. Alors la Syrie a plus ou moins disparu des radars occidentaux, des médias occidentaux ces derniers temps. Vous dites d'ailleurs que notre regard était biaisé ici en Europe de l'Ouest. Comment pouvez-vous décrire la situation aujourd'hui ? Je note d'ailleurs au passage que vous parlez toujours au présent. Quand vous parlez des roquettes qui tombent, pour la plupart des Français, vous semblez nous apprendre quelque chose. On a l'impression qu'en fait la bataille d'Alep est terminée. Non, elle n'est pas terminée parce que la réalité c'est que à l'époque, les terroristes étaient dans la ville, c'est-à-dire que même de chez moi, ils étaient à 500 mètres. Des fois, je les entendais crier « Allahu Akbar » avant de commencer à lancer les mortiers. La réalité, c'est qu'encore aujourd'hui, ils sont à 3 kilomètres. Donc, ils ont été déplacés. Ils sont plus dans le centre-ville, ils sont à l'entrée de la ville. Ce qui fait qu'on est toujours à portée de tir. Pas partout sur Alep, mais sur une bonne partie de la ville encore. On continue de recevoir des roquettes tous les jours. Donc, diriez-vous qu'Alep est en situation de siège ? On est toujours en état de siège parce que cette zone-là est
est imprenable. C'est la zone qui mène vers Idlib, la zone qui rentre sur la Turquie. C'est une corne d'abondance en termes de ressources, en termes d'armement, en termes de djihadistes. C'est très difficile d'avancer. À l'époque, je me souviens même avant la libération, les batailles ont été terrifiantes. Des fois, c'était des attaques à plusieurs milliers de djihadistes à l'entrée de la ville. Vous soulignez djihadistes. Oui, djihadistes. Je souligne parce que autant je vais souligner un point, je pense, qui est important, parce que les gens ont tendance à juger, et je parle aujourd'hui, je suis ici dans cette radio, donc Sputnik, une radio qui est initialement russe, pour une raison bien spécifique. C'est parce que depuis le départ du conflit, depuis que je suis là-bas, il y a très très peu de médias qui ont accepté de couvrir ce qu'il se passait à Alep-Ouest, c'est-à-dire la réalité, la contre-mesure de l'histoire en Syrie. Beaucoup de gens pourraient juger le fait que j'appelle les gens qui sont de l'autre côté des djihadistes. Malheureusement, à Alep, il y avait environ 30 factions. 30 factions armées qui étaient en combattant au djihad. Toutes les factions s'appelaient Al-Islam, Al-Zinki, donc la lumière de la foi, Jabhat al-Nusra. Tous les groupes qui étaient en place en Syrie, en tout cas à Alep, étaient des factions qui étaient djihadistes. Autant à l'époque, je sais qu'il y a quelques années, il y avait des rebelles, donc plutôt des ressortissants du coup d'État de 2011, mais il n'y a que des djihadistes à cette heure. Depuis que je suis arrivé en Syrie, il n'y a que des djihadistes. Diriez-vous que une présence étrangère, en l'occurrence principalement la présence russe, a contribué, les critiques formulent justement cet argument-là, a contribué à la radicalisation des rebelles que vous mentionnez? À l'éradication, vous voulez dire. Ok. Du coup... radicalisation, pardon. À la radicalisation des rebelles que vous avez mentionnés. Ah, la radicalisation, d'accord. Non. Non, je pense pas, parce que quand les Russes sont arrivés, c'était en début 2015, septembre 2015, c'était déjà des factions uniquement djihadistes. La radicalisation était déjà la partie la plus forte du conflit. La réalité, et je l'ai dit avant, mais je pense que cette remarque va me coûter cher, mais c'est que vous pourrez demander à n'importe qui à Alep, et encore une fois je le précise, je suis français, j'ai rien à gagner à dire ça. Je le dis parce que j'ai vécu à Alep, et parce que vous pouvez aller à Alep demander à n'importe quelle personne qui a vécu à l'Est comme à l'Ouest. S'il n'y avait pas eu les Russes, Alep serait tombé. S'il n'y avait pas eu la Russie, s'il n'y avait pas eu l'aviation russe pour appuyer l'aviation syrienne, Alep serait tombé. Et je vous jure que tous les jours, j'avais mon sac qui était prêt, on dormait habillé. On dormait habillé parce qu'on ne savait pas si on allait être pris. On ne savait pas si la ville allait tomber. Et c'est uniquement grâce à ça. Grâce aux combattants, grâce à l'armée, mais non, je le dis, si les Russes n'avaient pas été là, et même si aujourd'hui on ne peut pas contester qu'il y a eu des bombardements, c'est-à-dire que c'est une guerre, beaucoup de gens sont morts dans cette guerre, comme à l'Est. Mais je travaille tous les jours avec les gens de l'Est. Et les gens de l'Est ont le sentiment qu'on leur a sauvé leur vie. Et ce que je vais dire va effriter, voire probablement énerver des gens qui refusent de remettre leur vision ou leur position en question. Mais j'invite n'importe qui à venir en Syrie, à venir à Alep, et à poser cette même question aux Syriens, à poser cette même question aux gens qui vivent là-bas, au-delà de la bâche noire qui a été posée sur la Syrie, pour finalement faciliter le mononarratif qui existe en Occident. Et comment jugez-vous les autres organisations humanitaires qui étaient présentes par exemple à Alep-Est? On pense évidemment aux très médiatisés Casques Blancs, d'autres, vous mentionnez avant l'émission Syria Charity, etc. Que font-elles sur le terrain? Écoutez, c'est une des choses qui me rend le plus triste, entre guillemets, c'est que aujourd'hui en Syrie, toutes les associations qui parlent de la Syrie ou qui interviennent en Syrie n'interviennent qu'en zone terroriste. Il n'y a pas d'association, il n'y a que deux associations en Syrie qui sont, moi aujourd'hui, SOS Chrétiens d'Orient, qui était là depuis un certain temps. Il n'y a pas d'associations étrangères qui viennent en zone gouvernementale. Les associations qui sont de l'autre côté, pas toutes. Attention, parce qu'il y a des associations qui viennent vraiment, et des associations françaises qui veulent vraiment aider sans vraiment être conscients de la situation sur place, parce qu'ils se fient à des réseaux et à des contacts qu'ils ont sur place sans vraiment les rencontrer. Mais la réalité, c'est que les associations ou les organisations comme les Casques Blancs,
comme l'association qu'on a citée avant, et comme énormément d'autres associations qui sont des associations initialement salafistes, ou on va dire plus ou moins radicalisées, sont des associations qui font plus de mal aujourd'hui à la Syrie qu'elles n'en apportent. Parce que c'est pas pour l'aide humanitaire alimentaire qu'ils apportent, ils aident forcément parce qu'ils reçoivent énormément d'argent. Mais la réalité, c'est que le vrai objectif de ces organisations, c'est de mener une propagande anti-Syrie, anti-gouvernement syrien, et de continuer à plonger la Syrie dans la guerre, de continuer à pousser les gens à croire en cette guerre, à continuer à légitimer leur présence sur le terrain, alors qu'ils ne sont que des minorités qui tiennent une majorité en otage. Alors, à contrario, beaucoup de médias, Le Monde, France 3, Arrêt sur Image, à vrai dire tous les médias semblent s'être pris à vous, particulièrement, Pierre Lecorf, vous prenant de haut, vous accusant de partialité, non pas à l'égard de groupuscules terroristes, mais à contrario, à l'égard de Bachar el-Assad. Alors, selon eux, vous ne seriez, par exemple, pas un véritable travailleur humanitaire. Comment avez-vous pris ces critiques, Pierre Lecorf ? Je dois avouer que ça a été très difficile au départ, parce que j'ai investi mon propre argent. Ça a été très difficile d'arriver de rester en Syrie, parce que imaginez bien un Français qui vit tout seul à Alep, qui utilise son propre argent et qui vit sous les bombes. Au départ, les gens pensaient que j'étais un espion. Donc il a fallu, en plus, que je fasse mes preuves, au-delà de la guerre, au-delà de... tout ce qui... Ça a été très très difficile au départ de rester en Syrie, d'être capable d'aider les gens, au vu du fait que la guerre était vraiment, vraiment, vraiment violente à ces moments-là. Ces médias, malheureusement, ces gens s'appuient très souvent sur des témoignages de gens qui sont arrivés en France et qui sont réfugiés politiques. Donc principalement des membres ou des partisans de Djeshehar, de l'armée libre. Il n'y a finalement eu que 3-4 médias pro-guerre en Syrie, qui ont eu vraiment une position, j'ai envie de dire, négative par rapport à ce que je transmettais, parce qu'ils refusaient de remettre en question finalement leur propre position. Je veux dire, aujourd'hui, voilà, je suis dans cette radio parce qu'aujourd'hui, vous vous intéressez à ce qu'il y a à dire. Étrangement, on va dire, oui, mais écoutez, la Russie, ou par exemple les médias russes, aujourd'hui, font la propagande de la Russie ou de la Syrie. C'est faux. C'est simplement parce qu'il n'y a pas tant que ça de médias qui s'intéressent à ce qui se passe réellement ou qui osent s'intéresser à ce qui s'est passé à Alep-Ouest, qui ont aussi l'intérêt de le faire, mais parce que c'est la vérité. Ces médias-là, où les gens qui m'ont attaqué, malheureusement, au départ, m'ont rendu triste, mais j'ai appris à prendre du recul parce que le temps parlera. Et je le dis, le temps parlera. N'importe qui viendra en Syrie, petit à petit, le temps va passer, les gens vont venir, les médias vont y accéder, des gens qui voudront découvrir la Syrie ou y créer des projets vont y venir. Et les gens vont apprendre par eux-mêmes ce qui s'est passé. J'ai jamais eu la prétention de dire aux gens ce qu'il se passe en Syrie. J'ai jamais eu la prétention de leur dire quoi croire. Je n'ai fait que transmettre des documents, des preuves concrètes, des éléments que j'ai vécus, des images, des témoignages vidéo de famille. Si éventuellement les gens veulent remettre en question ce que je raconte, pourquoi pas. Mais ces mêmes médias critiquent les témoignages des familles qui ont vécu à l'est d'Alep. Donc finalement, ils critiquent les gens qu'ils défendaient à l'époque en disant que tout d'un coup, ces gens qui étaient à l'est sont devenus maintenant des propagandistes aussi. Donc ces familles qui ont vécu avec les terroristes et qui ont vécu sur les bombardements, ils arrivent aussi à effacer leurs témoignages. Ce qui prouve que finalement la guerre, pour eux, la vie humaine n'a pas tant que ça d'intérêt que le narratif qu'ils veulent faire passer. Alors vous dites que le temps passe, la vie est-elle vraiment revenue à Alep ? Comment jugez-vous la situation humanitaire aujourd'hui ? Écoutez, elle avance, elle revient doucement, c'est difficile, je dois avouer que même de parler de ce sujet, ça me... les gens commencent à reconstruire, je veux dire, leur vie. Les gens rouvrent des magasins. Les gens qui n'étaient plus là, qui étaient en dehors d'Alep, comme Al-Attaqi, etc., reviennent à Alep. Les familles de l'Est se sont réinstallées dans leur logement pour la plupart. Donc d'Alep-Est, qui ont fui les combats, ils reviennent. Ils reviennent chez eux. Ils sont revenus chez eux à Alep, parce qu'il y avait à l'époque Alep-Est et Alep-Ouest, mais il n'y avait pas deux Alep, puisque les groupes armés occupaient des maisons et des bâtiments qui appartenaient à des gens. Ce n'était pas leur maison. Ils ont volé ces maisons à des gens. Donc les gens qui étaient en dehors de ces zones-là ont pu revenir chez eux. Pour ceux qui avaient encore leur maison, parce qu'évidemment les combats ont amené les terroristes ont mené les bombardements sur eux aussi. Donc beaucoup de gens aujourd'hui vraiment commencent à avoir un rayon de soleil, j'ai envie de dire. Mais on continue à être bombardés tous les jours.
Et on a effacé Alep parce que finalement, la partie a été jouée. Beaucoup ont essayé de faire tourner le vent jusqu'à la dernière minute. Et c'est justement à la libération que j'ai été le plus attaqué, parce que lorsque j'ai dit que c'était une libération pour nous, et nous, une chute. Alors vous disiez que les djihadistes étaient maintenant à 3 km, me semble-t-il, du centre-ville. Peuvent-ils être encore repoussés ? En fait, quelles sont les échéances à la fois militaires, donc en conséquence humanitaires pour votre travail ? On ne sait pas. Je dois avouer que c'est difficile. Je me coupe vraiment en quatre pour essayer d'apporter le maximum. J'ai des programmes d'aide psychologique et tous les jours, à chaque fois qu'une requête arrive ou que quelque chose arrive, tout ce que je construis avec les enfants, tout ce que je construis avec les familles, tout d'un coup, ça revole en éclats. Parce que les gens se disent peut-être que ça va recommencer. Et alors, mais que ressent-il ? Que ressentez-vous ? C'est plutôt de l'abnégation chez les enfants. Comment ils ont grandi ? Certains ont, j'imagine, 7 ans, donc ils avaient 1 an au début du conflit. Comment ont-ils grandi, en fait ? Ça dépend des générations. Les plus jeunes ont grandi avec, ils sont plus ou moins nés avec, c'est-à-dire même quand ils étaient petits, la guerre a fait partie de leur quotidien tous les jours. Du coup, la guerre faisait partie d'eux, même si certaines actions, comme des morts ou des gens qu'ils ont perdus ou des amis qui sont morts en mer ou des choses comme ça, les a beaucoup touchés. Ils ont vécu la guerre. Le plus difficile, ce sont autant les familles, parce qu'ils ont peur pour leurs enfants, et surtout les adolescents. Les adolescents ont commencé à grandir et ont commencé à imaginer des rêves, à imaginer un avenir, un futur. Et puis pouf, la guerre est arrivée à tout couper. Puis pouf, les sanctions leur ont coupé toute porte, toute sortie extérieure, à part en tant que réfugiés dans des pays finalement où ils ont très peu de chance. Le mécanisme de guerre s'est accéléré. Les gens ne savent pas trop où est-ce qu'ils vont. Ils ont énormément de mal à croire en demain, mais le pire, c'est qu'ils ont du mal à croire en aujourd'hui. Mais les gens, malgré tout, voient une évolution. Je veux dire, ils ressentent l'évolution, ils ressentent la différence. Parce qu'à l'époque, malgré les roquettes, malgré les bombardements, et dans mon quartier, on recevait 25 roquettes par jour. Mon quartier, juste le quartier. Les gens continuaient à vivre. Même s'il y avait des roquettes qui tombaient, ils continuaient à vivre. C'était vraiment leur manière à eux de faire un pied de nez, entre guillemets, aux terroristes à la mort. Et aujourd'hui, les gens ressortent, les gens vivent, les gens rouvrent. Je crois qu'aujourd'hui, c'est tout Alep qui combat le terrorisme à sa manière. Ah, vous irez jusque-là. L'ensemble d'Alep, quelle est la situation au sein de la ville ? Vous pensez qu'elle est, entre guillemets, nettoyée des terroristes ? Non, il y a plusieurs centaines d'agents dormants et on a vécu des attaques encore, je veux dire, individuelles, au couteau, la voiture bélier, une bombe sous les voitures. Donc il y a encore des actions, je veux dire, de ces groupes que l'on appelle rebelles en Occident, à l'intérieur de la ville et qui continuent de tuer. C'est très difficile d'arriver à identifier qui ils sont. Je travaille dans des quartiers principalement avec des enfants qui ont vécu avec les terroristes pendant des années. Et très souvent, c'est difficile parce que je sais que certains, leurs grands frères, faisaient partie de groupes armés. Membres de leur famille font le djihad. C'est très difficile de savoir où est-ce qu'on en est, mais l'essentiel, c'est quand même de croire en les gens. Parce que l'essentiel, c'est d'aider ces gens à se rebâtir, de favoriser la cohésion, de favoriser la réconciliation, parce que ces gamins-là sont l'avenir et ces gens-là sont l'avenir. Et j'espère vraiment que malgré les sentiments qu'ils peuvent avoir à l'intérieur, on arrivera avec le temps à ouvrir un peu plus de lumière sur ce qu'ils voient d'eux-mêmes et sur ce qu'ils voient du futur. Donc Pierre Lecorf, je rappelle aux auditeurs que vous êtes humanitaire, le fondateur de l'ONG We Are Super Heroes, que vous êtes présent en Syrie depuis février 2016. Vous nous dites que les familles sont fracturées, brisées au sens propre et figuré. Comment les Syriens perçoivent-ils aussi Bachar el-Assad, qui aujourd'hui en Occident est presque l'incarnation du mal absolu ? Alors, je vais faire un micro-aparté par rapport à ça. Comme je le disais tout à l'heure, quand je suis arrivé en Syrie, je suis arrivé avec un regard extrêmement neutre, voire négatif de la Syrie. Aujourd'hui, je suis toujours neutre dans mes témoignages, dans tout ce que je fais. Et je ne parle même jamais de politique en règle générale dans toutes les publications. Autant aujourd'hui, quand on me pose la question, je vais répondre, quand on me pose la question, qu'est-ce que pensent les gens de Bachar el-Assad en Syrie, il y a 2 types de personnes. Disons qu'à Alep, il y a beaucoup de gens qui voient par exemple le gouvernement avec un vrai besoin de réforme. C'est-à-dire qu'ils voient dans le gouvernement des choses qui ne fonctionnent pas.
Beaucoup de gens ont, et une minorité quand même, beaucoup de gens ont une volonté d'évolution, de réforme de la police ou de certains services de renseignement, etc. Une évolution. Mais s'il y a des gens qui n'aiment pas le gouvernement, c'est la grande majorité du pays qui soutient Bachar al-Assad. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui ont des problèmes avec le gouvernement, c'est la majorité du pays qui est derrière Bachar al-Assad. Les gens de l'Est, et j'ai été très surpris, parce que quand je suis parti pour Noël, le jour de la libération, distribuer les cadeaux, on avait fait une distribution, on avait préparé une distribution pour Noël à l'Ep Ouest, et je ne savais pas si la libération aurait lieu. Du coup, quand ça a eu lieu, je suis parti avec mes volontaires pour distribuer les cadeaux aux enfants, de la nourriture, des choses comme ça. Et quand j'ai rencontré les familles, que je leur ai posé des questions, je veux dire par rapport à ce qu'ils ressentent vraiment sur le feu, et là je parle d'une trentaine, une quarantaine de familles, je n'ai pas cru, entre guillemets, ce que j'ai vu, parce que les gens criaient Bachar al-Assad. Je veux dire que j'aurais du mal à le définir, j'aurais du mal à expliquer, mais les gens étaient vraiment heureux et voyaient finalement Bachar al-Assad comme celui qui les a sauvés. Ça va paraître un... C'est un contresens total par rapport aux images sur les réseaux sociaux. Et ça va dresser les poils sur les bras de beaucoup de gens qui pourraient entendre ça et qui pourraient avoir soit une opinion qui est faussée, soit un avis volontairement faussé pour orienter l'opinion. Mais la réalité, c'est que ici, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec le gouvernement. Les gens sont vraiment aujourd'hui derrière Bachar al-Assad. Et c'est une réalité. Enfin, je veux dire qu'il faut aussi se poser la question, est-ce qu'une révolution, ça dure 6 ans ? Si les gens n'étaient pas derrière Bachar al-Assad, ça fait longtemps qu'il serait tombé. Ça fait longtemps. C'est d'une logique presque imparable. Ils auraient fait tomber Bachar al-Assad. Ça fait 6 ans. Damas est toujours entier. La vie aujourd'hui en Syrie s'est maintenue. Même à Alep, elle est toujours restée forte. Les infrastructures sont restées. Les écoles sont restées. Les hôpitaux sont restés. Les gens se sont battus pour maintenir leur pays, pour maintenir le pays tel qu'il était. Je sais que beaucoup de gens ne comprendront pas ça, ne comprendront pas l'impact qu'a pu avoir la Russie, même si, à travers la guerre, on a finalement vendu seulement les morts. Mais en général, c'est très souvent comme ça. Les médias préfèrent vendre un train qui arrive en retard, mais ne parlent jamais des trains qui arrivent à l'heure. Et la réalité, elle est là. C'est qu'on a totalement focusé l'attention des gens sur la mort, pour effacer la vie et effacer tout ce qui pourrait éventuellement atténuer la guerre et laisser une place éventuellement à des solutions autres que de maintenir le conflit, comme les no-fly zones à l'époque. Les no-fly zones n'avaient en aucun cas un objectif de protéger la population. Les no-fly zones auraient permis aux terroristes de garder Alep. Oui, c'est ce que vous nous disiez, puisque c'est l'armée de l'air, le soutien aérien russe qui a permis justement de résoudre la bataille d'Alep. Comment expliquez-vous comment les Syriens jugent-ils la France en particulier, pas seulement l'Occident en général? Est-ce qu'ils ont une perception critique de la France aujourd'hui et depuis quelques mois un peu meilleure, puisque Emmanuel Macron, le nouveau président, donc a un peu évolué sur la question syrienne? Je l'espère. Je l'espère. Vis-à-vis de la position des Syriens sur la France, elle est très positive parce que les gens font la distinction entre les Français et le gouvernement français. Ils savent que le gouvernement français a participé à détruire leur pays. Ce qui est difficile pour les gens quand même parce que les gens avaient et ont toujours un amour profond des Français et de la France, étant donné que c'est un pays qui est francophone, que beaucoup de gens parlent français et que la France a été sous mandat français pendant un certain temps. La réalité, c'est que les gens aiment les Français et les aiment vraiment sincèrement et espèrent tous venir en France, pouvoir ne serait-ce que voir la France. Mais ils ont évidemment un regard sur les pays qui se sont investis dans la guerre pour finalement détruire ce qu'ils avaient. Les gens avec qui je travaille, les familles, je connais, et les situations sont extrêmes. Il y a des médecins qui sont taxis, des propriétaires d'usines qui maintenant vendent des chaussures usagées. Tout s'est écroulé. Et aujourd'hui, la France fait partie des pays qui continuent de maintenir des sanctions, qui continuent d'étouffer la Syrie. Et ils n'étouffent pas la Syrie, elle étouffe les gens. Et la réalité, c'est que c'est un mécanisme de guerre qui est encore plus puissant que les roquettes. Parce qu'elle pousse les gens à partir. Pas à cause de la guerre, pas à cause des bombes, pas à cause du gouvernement, mais parce qu'il n'y a plus d'avenir. Il n'y a plus d'avenir en Syrie, étant donné que toute l'importation a été interdite, que le pays est fermé sur lui-même,
qu'il n'y a pas de gens qui veulent entreprendre, qu'il n'y a pas de création d'économie, que la plupart des usines ont été démontées en Turquie. C'est une situation... J'ai l'habitude de dire aux gens qui viennent à Alep, des journalistes, qu'il suffirait de 5 minutes. Il suffirait de 5 minutes à n'importe qui pour venir à Alep, pour voir, discuter avec n'importe qui dans la rue et se rendre compte qu'il y a une marge énorme entre ce que certains médias racontent et ce qu'il se passe réellement. Alors, Pierre Lecorf, vous repartez dans 10 jours, me semble-t-il, oui. à Alep. En fait, pourquoi y retourner ? Vous êtes là-bas vous étiez là-bas pendant 1 an et demi. Parce que j'ai des familles, j'ai des gamins. J'ai 200 gamins toutes les semaines. J'ai les groupes d'aide émotionnelle, j'ai les programmes sociaux. J'ai plein de petits programmes qui sont dédiés à essayer de reconstruire l'humain. Surtout aujourd'hui vis-à-vis des enfants qui ont vécu avec les groupes terroristes. Ces enfants-là ont été programmés comme des bombes. Et très peu de gens osent et veulent aller dans ces quartiers-là pour aider ces gamins-là, qui sont majoritairement même à 100% des enfants sunnites, parce qu'ils ont peur, parce que la guerre a marqué dans la tête des gens, ce côté-là, c'est le quartier à l'époque où on nous massacrait. Comme pour les gens même de l'Est qui sont revenus aujourd'hui, il y a des gens qui n'osent pas forcément revenir encore et qui sont revenus et qui repartent parce que les souvenirs sont trop difficiles. Mais ces enfants-là, moi, me tiennent énormément à cœur et je veux rester là-bas pour continuer à aider les gamins que j'ai du côté de l'ex-côté ouest, avec qui je travaille tous les jours, et les gamins sur lesquels j'ai créé des programmes à l'est, pour les aider à essayer de percevoir une autre vision d'eux-mêmes, une autre vision de leur avenir, et essayer de les aider à croire en eux, à dépasser les frontières de la guerre, à dépasser les frontières du fanatisme qu'on leur a imposé, essayer simplement de les aider à redevenir des enfants. Et ces gamins-là sont le futur. Parce que si on n'aide pas ces gamins-là, qui ont vécu le pire, ils ont vécu les bombardements de l'aviation, ils ont vécu les terroristes. Si ces gamins-là, on ne les aide pas, dans 20 ans, il y a 20 000 Jabhat al-Nusra. Il y a 20 000 nouveaux terroristes. Parce qu'ils ont été armés comme ça, ils ont été préparés à devenir... on leur a volé leur enfance. Bien, on leur a volé leur enfance, ce sera le mot de la fin. Pierre Lecorf, merci beaucoup. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes humanitaire et présent en Syrie, à Alep, depuis février 2016. Merci encore. Avec plaisir.